Il y avait dans les faubourgs de Charleville, au tournant du siècle, une boucherie réputée pour la tendreté de sa viande et la finesse de ses découpes. Les habitués la surnommaient simplement chez Don Élisée, comme on dirait chez Dieu. Son enseigne rouge délavée craquait dans le vent, et l'odeur métallique de chair fraîche y planait comme une prière rituelle. Chaque matin, avant même que les cloches de l'église sonnent l'Angélus, les clients s'alignaient en silence. Il n'y avait jamais de cris, jamais de débat. Juste des regards qui se baissaient et des mains qui repartaient chargées de paquets chauds. Don Élisée était un homme massif, taiseux, à la barre d'un noir charbonneux. Ses yeux, petits et brillants, semblaient toujours observer quelque chose juste derrière vous. Il ne souriait pas, ou rarement, mais sa viande parlait pour lui. Elle fondait sous la dent, laissait sur les langues une trace sucrée et étrange, presque familière. On disait même qu'elle guérissait les douleurs de ventre, apaisait les migraines, rendait les rêves plus vivants. Certains prétendaient avoir vu des enfants muets depuis la naissance prononcer leurs premiers mots après en avoir goûté. Et tout cela, bien sûr, n'était jamais officiellement confirmé. Sa femme était morte en couche, disaient les anciens. 3 filles lui étaient restées, Madeleine, Léa et la petite Anouk. 3 beautés aux cheveux roux, au visage pâle comme la crème, toujours silencieuses, toujours obéissantes. On les voyait rarement, sauf quand elles venaient nettoyer le comptoir ou tendre un sac. Elles ne riaient pas. Leurs mains, fines mais fermes, semblaient savoir exactement comment découper un muscle, comment nouer une corde. Et leurs yeux, quand ils croisaient les vôtres, portaient un éclat que les adultes appelaient la soumission, mais que certains jeunes hommes nommaient l'appel au secours. Il y avait, sur la table de découpe, une tache que nul savon ne parvenait à faire disparaître. On disait qu'elle datait d'un jour d'orage, longtemps auparavant, quand une bête avait échappé à son enclos et que Don Élisée avait dû l'abattre à main nue. Mais d'autres murmuraient une autre version. Une version plus rouge, plus intime. Une version où ce n'était pas une bête, mais une jeune fille, et que le cri entendu ce jour-là n'était pas animal, mais humain. Depuis, les couteaux de la boucherie semblaient plus tranchants, comme bénis par ce sacrifice initial. La viande de Don Élisée ne ressemblait à aucune autre. Elle n'avait ni nerfs, ni os, ni graisse. Juste une consistance douce, régulière, presque féminine. Quand on en demandait la provenance, il répondait simplement « ferme privée ». Et le ton avec lequel il le disait ne souffrait aucune autre question. Même les inspecteurs sanitaires, après une première visite il y a des années, ne revinrent jamais. Certains disaient qu'ils étaient tombés malades, d'autres qu'ils avaient quitté la ville. Une chose était sûre, la boucherie n'avait jamais été inquiétée. Si cette histoire t'intrigue déjà, pense à t'inscrire à la chaîne pour ne rien manquer. Les rares qui osaient poser des questions sur ces filles recevaient un regard noir comme une menace silencieuse. Elles vont bien, disait-il. Elles font partie de l'affaire. Et c'était vrai. Elles faisaient tout. Nettoyage, découpe, cuisson, livraison. Sauf parler. Elles ne parlaient jamais, même entre elles. Comme si leur corde vocale avait été coupée ou verrouillée par un pacte ancien. Une voisine affirma un jour les avoir entendus chanter doucement dans la cave. Mais ce qu'elle entendit n'était pas une berceuse, c'était une plainte longue et grave comme un cœur de supplicié. Certains anciens clients, un jour, cessèrent de venir sans prévenir. D'autres se mirent à vomir après leur repas. Une femme affirma avoir reconnu une tache de naissance sur un morceau de viande qu'elle préparait. On se moqua d'elle, bien sûr. Elle finit à l'asile quelques semaines plus tard. Mais à partir de là, le doute s'installa. Minuscule, mais profond. Comme une écharde sous la peau. Et dans une ville aussi ancienne que Charleville, les échardes, parfois, deviennent des abcès d'histoire. Les filles de Don Élisée devinrent alors des spectres dans les ruelles. On les voyait passer vite, toujours à la tombée du jour, un panier à la main. Elles ne répondaient à aucun salut, ne levaient jamais les yeux. Et ceux qui tentaient de leur parler recevaient une gifle de silence, plus lourde qu'une insulte. Un soir, un jeune livreur tenta de les suivre. Il ne rentra jamais chez lui. On retrouva sa bicyclette renversée dans une flaque sombre et des traces de pas allant vers la boucherie. Puis plus rien, ni bruit, ni enquête. Le jour où la petite Anouk cessa d'être vue fut celui où les prix de la viande doublèrent. Personne ne fit le lien immédiatement. Mais certains clients, en croquant dans leur rôti, sentirent une émotion étrange monter. Une sorte de tristesse douce, comme le goût des souvenirs d'enfance. D'autres rêvèrent d'une jeune fille en robe blanche qui pleurait dans un frigo.
La ville continua de manger, car la ville, comme tout ce qui vit longtemps, s'est oublié à volonté, ou faire semblant de ne pas savoir. Dans la rue des Tanneurs, là où se dressait la boucherie, l'air sembla changer après la disparition d'Anouk. Il devint plus épais, plus collant. Même les chats, d'ordinaire nombreux à rôder près des arrière-cours, s'éloignaient. Lançaient et grincinaient plus fort dans le vent, comme si elles se plaignaient. Et l'odeur, jadis fraîche et sanguine, devenait plus sucrée, presque parfumée. Les anciens clients, ceux des premières heures, affirmaient en privé que la viande avait changé. Pas moins bonne, au contraire, mais différente. Trop tendre, trop humaine, dont Élisée, pourtant, n'avait rien changé à ses habitudes. Toujours le tablier blanc, toujours les mains propres, toujours les yeux perçants. Mais il paraissait plus calme, plus posé, comme soulagé d'un poids. Il sifflotait parfois, en préparant ses commandes. Des airs sans mélodie. Léa et Madeleine, les deux filles restantes, devenaient plus pâles à vue d'œil. Elles sortaient rarement, ne levaient plus la tête. Certaines femmes du quartier jurèrent avoir vu des traces bleues sur leurs poignets, comme des liens trop serrés. Mais elles se taisaient ensuite, par prudence ou par peur. La cliente du mardi, une certaine Madame Brochet, osa un jour poser la question « Comment va votre petite Anouk ?» Don Élisée s'arrêta net. Il releva la tête lentement, la fixa de ses yeux noirs d'huile. « Elle est partie, dit-il, trop fragile pour ce monde. » Et il retourna à sa découpe. Cette phrase, prononcée avec une douceur cruelle, resta longtemps dans l'esprit de Madame Brochet. Ce soir-là, elle jeta sa viande au feu, sans y toucher. Le lendemain, elle ne revint pas, et personne ne posa de questions. « Tu veux connaître la suite ? Alors inscris-toi à la chaîne et reste avec moi. » Les enfants du quartier commencèrent à avoir des cauchemars. Ils parlaient d'une fille aux jambes nues, enfermée dans un frigo, qui appelait sans bouche. D'autres rêvaient de couteaux qui pleuraient. Les parents accusaient les histoires d'école, les journaux, les mauvaises influences. Mais les rêves revenaient nuit après nuit. Certains enfants se mettaient à hurler dès qu'on leur proposait de la viande. Une psychologue fut consultée, puis remerciée. Elle avait dit « Ce n'est pas de la folie, c'est une transmission. » On lui demanda de quitter la ville. Un ancien boucher, à la retraite depuis 30 ans, vint un matin frapper à la porte de Don Élisée. Il avait les mains tremblantes et l'œil éteint. Ils parlèrent longtemps, derrière le rideau. Puis l'ancien partit, la tête basse, les larmes aux joues. Le soir même, il mit le feu à sa maison. On retrouva dans ses cendres un vieux tablier taché et un album de photographies anciennes. Sur certaines pages, on voyait un jeune Élisée, debout devant une ferme, entouré de fillettes nues, couvertes de sang. Mais l'album fut immédiatement confisqué. Une journaliste de passage, venue de Paris pour un sujet sans rapport, entendit parler de l'histoire par hasard. Intriguée, elle décida d'y consacrer une journée. Elle acheta un steak, l'emporta à son hôtel. Elle n'eut pas le temps d'y goûter. Cette nuit-là, elle fut réveillée par une présence dans sa chambre. Une silhouette rousse, debout au pied du lit, les yeux vides. Elle hurla, mais la silhouette ne bougea pas. Puis elle disparut, comme aspirée par l'obscurité. La journaliste quitta la ville le matin même, laissant ses affaires derrière elle. Dans le registre des naissances de Charleville, un archiviste nota une anomalie. Les filles d'Élisée n'avaient jamais été déclarées. Aucune trace de Madeleine, Léa ou Anouk. Pas de certificat, pas de baptême. Il interrogea l'église, les écoles, les médecins. Rien, comme si elles étaient nées de la maison elle-même ou taillées directement dans la chair. Cette découverte, il ne la communiqua à personne. Mais depuis, il vient chaque semaine déposer des fleurs devant la boucherie, sans dire un mot, le regard vide. Une rumeur enfla, dont Élisée ne se contentait pas de vendre. Il servait. Des clients triés sur le volet, la nuit, dans l'arrière-boutique. Un club discret, composé de notables, de médecins, de juges. Des hommes qui arrivaient seuls et repartaient plus lourds, plus calmes. Le bruit courait qu'ils achetaient non pas la viande, mais le droit de choisir la pièce. Le quartier chuchotait ces mots comme une prière honteuse. Mais personne ne dénonçait, parce que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, avait déjà goûté. La ville, elle, restait belle. Les ruelles fleuries, les façades anciennes, les églises pleines les dimanches. Rien ne semblait avoir changé, et pourtant tout était différent. Comme une chanson jouée sur un instrument désaccordé. Les mères prenaient leurs enfants par la main, plus fermement.
Les maris regardaient leurs femmes avec une fatigue sourde. Et chaque matin, à l'ouverture, la boucherie de Don Élisée accueillait sa file de clients silencieux, ponctuels, fidèles. Car même l'horreur, à Charleville, peut devenir habitude. L'intérieur de la boucherie ressemblait davantage à une chapelle qu'à un commerce. Les murs carrelés, blancs mais ternis, reflétaient la lumière comme un confessionnal humide. Les crochets pendaient du plafond comme des encensoirs inversés. Il y avait une odeur de sang chaud mêlée à celle du lait caillé. Chaque outil, hachoir, scie, couteau à désosser semblait entretenu avec un soin presque religieux. Rien ne traînait, rien ne brillait. Mais dans chaque coin flottait une tension, invisible mais présente, comme une prière jamais formulée. Un silence sacré régnait ici. Don Élisée n'utilisait jamais de congélateur. Il disait que la fraîcheur était une question de respect. Il découpait toujours à la main, lentement, avec une précision chirurgicale. Certains clients, hypnotisés, le regardaient travailler comme on assisterait à une messe noire. Il parlait peu, et ses rares paroles tombaient comme des sentences. La chair se mérite. Le couteau est un prolongement de l'âme. Tout ce qui naît doit nourrir. Ceux qui osaient plaisanter repartaient sans mot dire, plus pâles qu'à leur arrivée. Il n'y avait pas de place pour l'humour dans ce sanctuaire de viande. Léa, l'aînée, était la plus silencieuse des deux sœurs restantes. Elle avait un regard d'enfant puni, toujours fuyant. Son visage portait des marques, pas de coups, mais de pressions anciennes, comme si elle avait été moulée par la peur. Un jour, un client la vit ouvrir la chambre froide. Elle resta là, figée, sans entrer, comme si une force invisible la retenait. Le client jura avoir entendu un faible gémissement s'en échapper. Il ne revint jamais, mais d'autres, plus curieux, commencèrent à observer, à écouter, à douter. Un ancien policier à la retraite, devenu veuf et solitaire, entreprit de surveiller discrètement la boucherie. Il nota les allées et venues, les camions de livraison nocturne, les visages qui entraient sans jamais sortir. Il dressa des listes, traça des cartes, composa des hypothèses. Il écrivit même un rapport qu'il tenta de transmettre aux autorités locales. Mais il n'eut jamais de réponse. Un soir, il fut trouvé mort chez lui, une entaille nette à la gorge. Le rapport avait disparu. Le certificat conclut à un suicide. Mais personne n'y crut vraiment. La cave de la boucherie, selon certains ouvriers municipaux, n'était pas mentionnée dans les plans officiels. Une cave qui n'existe pas légalement. Un ouvrier, appelé pour un problème d'évacuation, aurait entendu des bruits de chaînes et des murmures étouffés. Il ressortit tremblant, les mains couvertes de suie. Il démissionna le lendemain et quitta la ville. Avant de partir, il dit à un collègue « Il y a des choses qui ne doivent pas être réparées. Il y a des canalisations qu'il vaut mieux ne pas ouvrir. » Puis il se tut à jamais. Madeleine, la cadette, semblait différente de sa sœur. Plus affirmée, plus dure. Son regard croisait parfois celui des clients, mais il n'y avait rien à y lire. Ni appel, ni révolte. Juste un vide profond, comme si son âme s'était détachée d'elle depuis longtemps. Elle accomplissait ses tâches avec une rigueur parfaite. Certains disaient qu'elle ressemblait à sa mère, morte en couche, que personne n'avait jamais vraiment connue. Une femme dont il ne restait aucune photo, juste une odeur de lilas que certains croyaient encore sentir dans la cave. Une institutrice, ancienne camarade de classe de Léa, se mit en tête de comprendre. Elle tenta d'approcher la jeune fille, de raviver un souvenir, une chaleur. Elle l'invita à l'église, puis à prendre un thé. Léa accepta, mais ne dit presque rien. Ce soir-là, l'institutrice rêva d'un corps sans visage allongé sur sa table de salle à manger. Le lendemain, elle fut prise de vomissements incontrôlables. Elle crut voir, dans ses selles, des filaments de cheveux roux. Elle brûla ses draps et n'enseigna plus jamais. On parla alors d'une contamination douce. Pas une maladie, non, plutôt une influence. Un glissement. Ceux qui s'approchaient trop de la boucherie semblaient perdre quelque chose, la voix, l'appétit, le sommeil. Comme si la maison, ou Élisée lui-même, prélevait une dîme invisible sur les vivants. Il ne s'agissait pas de chair, mais d'attention, d'âme. On disait que les murs de la boutique écoutaient, que les couteaux vibraient si l'on mentait, et que les crochets, parfois, se balançaient seuls, comme appelés par un fantôme docile. Un prêtre fut appelé, jeune, zélé, fraîchement ordonné. Il entra, bénit le comptoir,
aspergea d'eau les instruments. Don Élisée l'accueillit avec un sourire discret. « Faites comme vous voulez, mon père. La foi aussi est une viande qu'on découpe. » Le prêtre ressortit blanc comme l'hostie. Il ne parla jamais de ce qu'il avait vu, mais il se mit à boire lentement, jusqu'à finir ses jours dans une abbaye perdue. Ses derniers mots furent « Je l'ai entendu m'appeler papa ». Le registre de la boucherie était tenu à la plume dans un vieux cahier noir à la couverture graisseuse. On y voyait des listes de commandes soigneusement notées, des dates, des poids, des noms souvent réduits à des initiales. Mais certaines pages étaient noircies, grattées, comme si on avait voulu effacer une vérité trop vive. Un apprenti boucher, embauché pour une semaine, osa un jour y jeter un œil. Il quitta la boutique en courant, le visage décomposé, refusant de dire un mot. On le retrouva plus tard au bord de la rivière, les poches pleines de cailloux. Don Élisée avait installé un rideau de cuir entre l'espace des clients et celui de la découpe. Il ne le tirait jamais entièrement. Un simple glissement discret suffisait à marquer la frontière. Ce geste, presque cérémoniel, précédait chaque service. Une fois le rideau passé, le monde changeait. Le froid devenait plus dense, les sons se modifiaient, étouffés. Les rares qui avaient été invités à passer de l'autre côté disaient que l'air était plus lourd, presque liquide, que le temps semblait s'y suspendre, et que quelque chose, sous leurs pieds, vibrait lentement. Il y avait dans le quartier une vieille femme, Margot la tisseuse, qui prétendait connaître l'origine du mal. On disait qu'elle avait été sage-femme autrefois, avant un drame resté secret. Elle parlait parfois seule, assise sur son banc, enroulant entre ses doigts des mèches de laine rouge. Les filles d'Élisée ne sont pas nées, disait-elle, elles ont été façonnées, tricotées dans la douleur. La chair appelle la chair. Les enfants l'écoutaient avec fascination, mais les adultes passaient leur chemin, gênés, comme si ces mots contenaient un poison lent. Les sœurs de Pardieu devinrent une légende vivante. Les adolescents se lançaient des défis, touchaient la porte de la cave, volaient un bout de ficelle, regardaient à travers la vitrine après la tombée de la nuit. Certains y perdirent plus que leur courage. L'un d'eux, un garçon de 15 ans, rentra chez lui muet, les doigts tachés d'un sang qui n'était pas le sien. Un autre, plus audacieux, osa frapper à la porte un soir de pluie. C'est Madeleine qui ouvrit. Elle ne dit rien. Elle lui tendit une boîte. À l'intérieur, il trouva sa propre photo, découpée, et un nom qu'il reconnut aussitôt. Le marché noir local connaissait l'existence d'un circuit parallèle, des morceaux de viande vendus hors comptoir à des clients particuliers, souvent fortunés. On les appelait les parts d'ombre. Elles n'étaient ni pesées ni étiquetées. Elles se transmettaient dans des sacs noirs contre de fortes sommes. Ceux qui les consommaient disaient avoir vécu des visions intenses, des souvenirs qui n'étaient pas les leurs, des sensations d'étreinte, de douleur, d'accouchement, de mort. C'était une expérience, disait-il, plus qu'un repas, et pour certains, une addiction. La justice locale, discrète et lente, finit par recevoir un signalement. Une lettre anonyme accompagnée d'un petit morceau de chair conservé dans du sel. L'analyse révéla une origine humaine, féminine, jeune. Le procureur se montra hésitant. Il fit envoyer un agent discret, sous couverture. Mais cet agent, un homme pourtant aguerri, fut vu pour la dernière fois entrant dans la boucherie. Une semaine plus tard, un rôti exceptionnellement savoureux fut proposé au comptoir. Aucun client ne fit le lien, mais plusieurs affirmèrent n'avoir jamais rien goûté d'aussi tendre. Les deux sœurs semblaient fondre. Leurs traits devenaient flous, presque translucides. On aurait dit que leur chair se vidait lentement. Leur silence se creusait, devenait lourd comme une tombe. Léa tremblait souvent. Madeleine, elle, restait droite, mais son regard vacillait. Parfois, leur robe laissait entrevoir des traces violacées, comme si leur peau se rebellait. Une infirmière, cliente habituée, tenta d'établir un contact. Elle voulut glisser un mot dans la main de Léa. Celle-ci referma les doigts lentement, puis les rouvrit. Le papier était réduit en poussière. Les rêves du quartier prirent une tournure plus sombre. Des rues inondées de sang, des cris étouffés, des berceaux remplis de viande crue. Une femme rêva qu'elle accouchait d'un filet mignon encore vivant. Un enfant raconta avoir vu Don Élisée dans son placard, tenant une cuisse comme une poupée. Même les plus rationnels commencèrent à douter. Le curé, dans son sermon, parla de la ville corrompue par la bouche. Il fut rappelé à l'ordre, puis transféré. Depuis,
Personne ne parle plus du mal à voix haute. Dans le journal local, un petit entrefilet apparut un jour, signé d'un pseudonyme. Il parlait d'un commerce qui sacrifiait ses enfants pour nourrir la foi. Il évoquait des rites anciens, une transmission de génération en génération. La chronique fut retirée après 2 jours, remplacée par un article sur la fête du fromage. Mais ceux qui l'avaient lu ne l'oublièrent pas. Une phrase surtout, ce n'est pas une boucherie, c'est un hôtel, et la viande et l'hostie. Ce jour-là, la file devant la boutique fut encore plus longue que d'habitude. La cave de Don Élisée n'apparaissait sur aucun plan, mais tous savaient qu'elle existait. Parfois, à l'arrière de la boucherie, on entendait le grincement d'une lourde trappe et le cliquetis d'une chaîne qu'on rembobine. La pierre humide semblait y murmurer des mots que seul le sang comprenait. Certains affirmaient que des bêtes y étaient gardées, des bêtes sans nom, nées de la nuit et nourries de souffrance. D'autres parlaient d'une chapelle souterraine avec des murs recouverts de peau humaine. Tous, pourtant, passaient leur chemin. Il y a des descentes qu'aucune foi ne justifie. Léa descendait plus souvent que Madeleine. Elle disparaissait parfois plusieurs heures, ressortait blême, vacillante, les bras tremblants. Ses yeux devenaient de plus en plus vides. Une cliente prétendit l'avoir vue sourire un matin. Mais ce n'était pas un vrai sourire, c'était un étirement de chair, sans lumière dans les yeux. Une grimace qu'on retrouve chez ceux qui savent que le salut n'existe pas. Depuis, on disait que Léa n'était plus vraiment là, que quelque chose d'autre occupait son corps. Une coquille, docile, dévouée à une cause impie. Don Élisée parlait désormais à voix basse. Il semblait converser avec quelqu'un ou quelque chose que personne ne voyait. Derrière le rideau de cuir, on l'entendait parfois rire doucement, un rire d'enterrement. Il ne regardait plus les clients dans les yeux. Il les humait, les écoutait respirer, notait des choses dans un carnet qu'il gardait près du cœur. Un jour, il ferma plus tôt que d'habitude. La vitrine était vide. Sur la porte, un mot griffonné. Plus de matière. Réouverture demain. Et pourtant, on entendit des cris cette nuit-là. Un jeune garçon, passionné par les mystères, décida de s'introduire dans la boucherie à la nuit tombée. Il connaissait les horaires, les habitudes, les ombres. Il réussit à entrer par une fenêtre mal fermée. Il descendit dans la cave, une lampe torche à la main. Il ne vit rien de vivant, juste des crochets vides, un sol couvert de cire humide et un mur couvert de symboles gravés dans la chair. Quand il voulut sortir, la porte était verrouillée. On le retrouva 2 jours plus tard, nu, prostré, incapable de parler. Son corps exhalait l'odeur du fer. Les rêves des habitants devenaient collectifs. Une femme, un vieil homme et un enfant racontèrent la même vision, mot pour mot. Une table de pierre, 3 filles nues et un homme au visage masqué qui découpait lentement des morceaux dans leur dos. Le rêve se répétait, chaque nuit, plus précis, plus sonore. À Charleville, on commença à éviter la viande. Les tables se remplissaient de légumes fades, de bouillon maigre. Mais le manque se faisait sentir. Les bouches salives perdaient leur mémoire. La tendresse unique de la chair d'Élisée hantait les palais comme une drogue. Les sœurs n'avaient plus le droit de parler, mais leurs yeux hurlaient. Madeleine, pourtant, semblait porter autre chose dans son silence, une volonté, quelque chose de brûlant, de lucide. Elle regardait son père comme un roi malade. Un soir, alors qu'Élisée la frôlait, elle se raidit, les poings serrés. Il ne dit rien, mais son regard s'assombrit. Depuis ce jour, elle resta à l'arrière-boutique, toujours cachée. C'est Léa qui servait les clients, pas les mécaniques. Et quand on demandait où était l'autre fille, on répondait « Elle prépare l'avenir ». La mairie de Charleville reçut une lettre étrange, écrite en lettres rouges, sans expéditeur. Elle contenait un seul mot « Arrêtez-le ». Aucun élu n'osa en parler. Un adjoint proposa d'enquêter discrètement. Il disparut 3 jours plus tard. Sa voiture fut retrouvée devant la boutique, vide, les clés encore sur le contact. Le moteur tournait. Sur le siège passager, un sachet de viande attendait, soigneusement emballé. Son nom était inscrit à l'encre sur l'étiquette. Depuis, plus personne ne s'approcha du bâtiment sans détourner le regard. Un ancien client, devenu végétarien après un malaise inexplicable, tenta de rassembler des témoignages. Il créa un petit groupe clandestin, les mâcheurs de cendres. Ils se réunissaient dans une cave, analysaient les effets de la viande, cherchaient l'origine du goût. L'un d'eux, chimiste de formation,
affirma que la chair contenait une enzyme inconnue, réagissant directement sur les zones du cerveau liées au plaisir et à la mémoire. Mais après une dernière réunion agitée, tous disparurent. Le seul indice retrouvé fut un os humain dans un pot de rillettes. La ville, lentement, se referma sur elle-même. Les volets restaient clos, les enfants ne jouaient plus dans les ruelles. Même les cloches de l'église semblaient hésiter à sonner. Charleville n'était plus tout à fait vivante, ni tout à fait morte. Elle respirait lentement, comme une bête qui digère. Et au centre de son ventre trônait la boucherie de Don Élisée rouge, silencieuse, toujours pleine. Le goût, disait-on, est une mémoire, et celui de la viande d'Élisée s'accrochait au palais comme une promesse trahie. Ceux qui en avaient mangé le regrettaient dans leur sommeil. Ils rêvaient de repas sans fin, de dîners funèbres où leur propre doigt était servi en amuse-bouche. Un homme, boulanger de la rue Saint-Roch, se mit à mordre sa femme dans la nuit, les yeux grands ouverts. « Je croyais que c'était un rêve », murmura-t-il au matin. Il ne toucha plus jamais au pain. Son four resta froid et son regard vide. Dans l'école du quartier, les enfants jouaient à la boucherie. L'un faisait Élisée, les autres les morceaux. Ils se couchaient sur le sol, attendaient qu'on les nomme épaules, flancs, cuisses. Puis ils se taisaient. Une institutrice les surprit et tenta de les corriger, mais ils lui dirent tous la même chose. C'est pas un jeu, c'est comme ça qu'on apprend. L'un d'eux, un garçon pâle aux cheveux gras, raconta qu'il avait vu la cave, qu'il y avait des lits d'os, des murs dedans, et que Léa chantait des berceuses sans bouche. Dans l'église, la confession se fit rare. Les péchés perdaient de leur poids face à la rumeur. Que vaut l'adultère face au goût d'un enfant découpé? Que vaut la colère face au sang accepté? Le prêtre suppléant, jeune homme naïf et fervent, tenta une messe de réparation. Il fit brûler de l'encens, aspergea la rue des tanneurs d'eau bénite. Mais il fut pris de convulsions à la fin du rite. On dut l'emmener. Depuis, il vit dans une pièce en miroir, refusant de parler. Il écrit parfois sur les murs « La chair est parole ». Don Élisée commença à vieillir plus vite. Son visage se plissait, sa peau se marbrait, mais ses gestes restaient nets, impeccables. Certains disaient qu'il se nourrissait de sa propre famille pour ralentir le temps. D'autres qu'il avait fait un pacte. Une chose était sûre, il avait cessé de dormir. Les lumières de la boucherie restaient allumées toute la nuit. Les rideaux ne bougeaient plus. Les crochets, eux, tournaient parfois doucement, même sans vent. On aurait dit qu'ils attendaient. Une femme, curieuse et téméraire, prétendit avoir eu une liaison avec Élisée autrefois. Elle s'appelait Claire, vivait seule et n'avait plus peur de rien. Elle entra dans la boucherie un soir de pluie, demanda la coupe du cœur. Il la regarda longuement, puis lui tendit un paquet. Elle le porta chez elle, le cuisina, le goûta. Et cette nuit-là, elle écrivit 100 pages d'un journal qu'elle brûla ensuite. Le lendemain, elle souriait. « Maintenant, je sais », dit-elle à sa voisine. 3 jours plus tard, elle se pendit à son lustre avec une ficelle de boucherie. La viande, elle, était toujours aussi parfaite. Rouge foncé, marbrée, tendre sous le couteau. Les clients affirmaient qu'elle avait un goût d'enfance. Elle rappelait les jours de pluie, les couvertures chaudes, les bras maternels. Un boucher concurrent, rongé par la jalousie, tenta de reproduire la recette. Il acheta des viandes rares, des épices orientales, engagea un cuisinier étoilé. Mais rien n'y faisait. « Ce n'est pas de la cuisine, dit-il un jour. C'est de la transfiguration. » Il ferma boutique le mois suivant. Madeleine, dans l'ombre, préparait quelque chose. Son regard avait changé. Plus vif, plus acéré. Elle observait son père avec une distance froide, presque clinique. Elle traçait des choses dans un carnet qu'elle cachait sous son lit. Elle parlait parfois seule, dans un dialecte que personne ne reconnaissait. Léa semblait l'éviter. Un soir, elles se disputèrent. Les murs tremblèrent. Et au matin, Madeleine avait une entaille sur la joue. Elle ne dit rien. Mais ce jour-là, elle affûta les couteaux plus longtemps que d'habitude. Le maire de la ville, homme discret mais lucide, convoqua une réunion secrète. Il y avait là 2 médecins, un archiviste, une pharmacienne et un prêtre silencieux. Tous avaient vécu quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ils décidèrent d'agir, discrètement, par étapes. Mais le lendemain de cette réunion, l'archiviste fut retrouvé dans la rivière, les yeux arrachés. Le maire, lui, eut un accident de voiture. Les autres se turent.
et la boucherie resta ouverte comme si de rien n'était. Les saisons passaient, mais le temps semblait figé à Charleville. L'hiver ne mordait plus, l'été n'éclatait plus. Tout restait tiède, moite, suspendu, comme une respiration qu'on attend. Et dans cette attente, la boucherie continuait. Chaque jour, une coupe nouvelle. Chaque nuit, un silence plus dense. Et sous les pavés, quelque chose grandissait. Il était dit que les racines de Charleville s'étendaient plus profondément que celles de ces rues pavées. C'était un murmure parmi les anciens. La ville avait été bâtie sur des ossements, et les bouchers étaient les seuls à connaître la vérité. Cette vérité, oubliée de tous, se cachait dans les entrailles du sol, dans les veines de la terre. La boucherie de Don Élisée n'était pas un commerce comme les autres. Elle n'était pas simplement un lieu de travail, mais un point de convergence. Un carrefour entre le monde des vivants et celui des morts, où chaque coup de couteau permettait à l'un de ces mondes de s'inviter dans l'autre. Les filles de Don Élisée, figées dans leur rôle de spectres vivants, devenaient de plus en plus indistinctes. Leur peau, jadis douce, était maintenant marquée de signes indéchiffrables. Ces marques semblaient s'étendre, se ramifier, comme si la chair elle-même se transformait en texte, un texte qu'elle seule comprenait. Madeleine, en particulier, passait de plus en plus de temps dans la cave. Le grondement de la pierre résonnait par-dessus le reste, comme un appel lointain. La lueur d'une chandelle se mêlait à l'ombre de son corps, créant une silhouette étrange, un mélange entre l'humain et l'invisible. Les visiteurs de la boucherie commencèrent à remarquer des changements. Les paquets de viande ne sentaient plus la fraîcheur du matin, mais une odeur plus lourde, plus étrangère. Les morceaux étaient d'une couleur légèrement plus sombre, une teinte presque noire. Les clients les plus fidèles, ceux qui avaient fréquenté l'endroit depuis des années, commençaient à se poser des questions, mais ils n'osèrent jamais demander. Ils avaient vu trop de choses, entendu trop de rumeurs. Pourtant, leur bouche se souvenait du goût, et ce goût les poussait à revenir. Léa, la cadette, semblait désormais plus présente, mais d'une présence sourde, oppressante. Elle se tenait souvent près de la fenêtre, les bras croisés, le regard vide. Parfois, elle murmurait des mots que personne ne comprenait, comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible. Un jour, un client assis près de la vitrine la remarqua, fixant intensément un jeune homme qui passait dans la rue. Ce regard, intense et pénétrant, semblait lire en lui quelque chose d'intime, de secret. Le jeune homme, pris d'un frisson inexplicable, s'éloigna rapidement, le cœur battant. Les murmures se répandirent. Ceux qui avaient osé poser des questions commençaient à disparaître. Le forgeron, qui avait vu la viande disparaître dans la nuit, ne reparut plus. Le médecin, qui avait osé scruter les restes d'une carcasse, fut retrouvé dans sa chambre, la tête baissée dans son assiette. Ses lèvres étaient rouges. Les marques de morsures sur son cou étaient fraîches. Mais personne n'osa relier ces événements à la boucherie. C'était impensable. Charleville ne voulait pas voir. Et même si certains savaient, même s'ils se doutaient du pire, ils préféraient se taire. Le village, autrefois animé, était devenu un lieu silencieux, comme suspendu dans le temps. Les gens s'évitaient. Ils se parlaient à peine. Et la boucherie de Don Élisée continuait d'être le centre de ce monde étrange. Les commandes augmentaient, les paquets s'amoncelaient derrière le comptoir. Mais chaque morceau de viande semblait porter avec lui une promesse d'oubli. Oublier la douleur, oublier la souffrance, oublier les cris. Ceux qui mangeaient ici semblaient perdre peu à peu la mémoire, perdre peu à peu leur humanité. La boucherie devenait une porte entre deux réalités, une porte que personne ne voulait franchir, mais que tout le monde franchissait. Les derniers témoins de ce monde ne se rendaient pas compte qu'ils étaient déjà des fantômes. Le père de Don Élisée, un ancien forgeron, était mort depuis longtemps, mais certains juraient encore le voir rôder dans l'arrière-cour, là où la viande était préparée. D'autres affirmaient qu'Élisée lui-même n'était pas tout à fait vivant, qu'il vivait dans une sorte de demi-monde, quelque part entre le réel et l'au-delà, nourrissant la boucherie de cette substance étrange qu'il puisait dans les âmes des innocents. Madeleine et Léa, après tout, n'étaient peut-être pas ses filles, mais des créations nourries dans la cave, façonnées à la main, modelées dans l'ombre. Et si les morceaux de viande qu'il vendait n'étaient pas seulement humains, mais une partie de l'âme, une part de ce qu'il était devenu après des années d'obscurité, qui pourrait dire où se trouvait le début et la fin de ce cercle? Qui pouvait encore dire ce qui était vrai? Le village se souvint d'une ancienne légende, une légende que personne ne voulait évoquer. Elle parlait d'un homme, un boucher, qui,
pour arrêter le temps et garder ses filles à lui, avait fait un pacte avec la mort. La chair, disait-on, ne meurt jamais. Elle se transforme, se réincarne et revient. Et tant que les racines de la terre étaient nourries de cette chair, personne n'était libre de s'en aller. Charleville, elle, était devenue un cimetière vivant, un lieu où les âmes revenaient sous forme de viande. Le vent soufflait dans les ruelles sombres de Charleville, chassant la brume d'un matin sans lumière. Les habitants se glissaient dans les ombres, fuyant la boucherie comme un secret trop lourd à porter. Mais malgré la peur, la curiosité restait vivace. Les enfants s'aventuraient parfois jusqu'à la porte, osant seulement toucher le seuil avant de s'éclipser, comme si la simple caresse de ce bois gris pouvait les marquer à jamais. Certains affirmaient qu'ils y avaient vu des silhouettes, des ombres longues, figées dans l'air. D'autres juraient avoir entendu des murmures faibles, portés par le vent, comme des prières oubliées, dont Élisée, quant à lui, semblait s'être détaché de tout ce qui l'entourait. Il passait ses journées dans l'arrière-boutique, ses yeux brillants comme des braises, fixés sur un monde invisible. Le poids du silence, qui avait longtemps plané sur la boucherie, était devenu presque insupportable. Mais ce silence n'était pas l'absence de son. Il était vivant, palpant, vibrait à travers les murs. Il était comme un écho lointain, une présence qui s'alimentait de la peur et de l'oubli. Léa, la cadette, s'éteignait de jour en jour. Mais ce n'était pas une maladie, ni même la vieillesse. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui se nourrissait de son âme. Elle devenait de plus en plus translucide, presque éthérée, comme si son corps était un simple réceptacle. Ses gestes étaient lents, son regard absent, et ses lèvres, fines et presque translucides, murmuraient parfois des mots qu'aucun vivant ne pouvait comprendre. Mais il y avait des regards qui savaient. Il y avait toujours ses yeux perçants et inquiets qui la suivaient, la scrutaient dans l'ombre. Madeleine, elle, semblait avoir pris le contrôle. Elle était là, toujours là, prête à remplacer sa sœur, mais il y avait quelque chose de changé en elle. Elle était plus dure, plus acérée. Ses gestes étaient plus vifs, plus rapides. Elle était comme un animal affamé, un prédateur silencieux. Certains disaient qu'elle ne dormait plus du tout. D'autres pensaient l'avoir vue fuir la boucherie, se perdre dans la nuit, avant de revenir avec des mains couvertes de sang. Mais personne ne pouvait le confirmer. Elle n'était plus humaine. Elle était devenue l'ombre d'un être, l'incarnation d'un mal ancestral. Les murmures dans la ville devenaient plus insistants. Les habitants, autrefois si unis, commençaient à se séparer, chacun se cachant derrière des volets fermés. Ceux qui s'aventuraient trop près de la boucherie ne revenaient jamais comme avant. Ils étaient changés, comme s'ils portaient un fardeau invisible, une malédiction invisible qui se transmettait de génération en génération. Les enfants qui s'étaient aventurés dans la rue des Tanneurs, sans retour, étaient maintenant des légendes. Leur disparition faisait écho à des mythes anciens, des contes sur des âmes perdues qui revenaient pour réclamer leur place. Un ancien soldat, revenu de la guerre, tenta de résoudre le mystère. Il s'installa dans le village, observant discrètement la boucherie. Il nota chaque détail, chaque mouvement. Il interrogea les témoins, mais il n'obtint que des réponses muettes. Il se rendit à l'intérieur de la boucherie, un jour de pluie, espérant trouver des indices dans les ombres. Il y resta 1 heure. Personne ne sut ce qu'il avait découvert, mais après cela, il ne parla plus jamais. Il s'enfuit dans la nuit, ses yeux égarés. Les rares qu'il avait croisés parlaient d'un homme effrayé, murmurant des paroles incompréhensibles, dont Élisée ne semblait pas affecté par la rumeur. Son regard était toujours aussi froid, aussi perçant. Il continuait à découper, à vendre, à offrir des morceaux de son propre être à la ville. Mais à chaque transaction, à chaque morceau découpé, une partie de son âme semblait s'éteindre. Il devenait de plus en plus pâle, plus transparent. Ses traits, autrefois nets, se floutaient. Le tablier blanc qu'il portait chaque jour, maintenant, semblait absorber la lumière comme une étoffe de cendre. Il n'était plus qu'un spectre vivant, un écho d'une vie qu'il avait perdue bien avant le premier coup de couteau. Léa, un jour, s'éteignit. On la retrouva dans la cave, étendue sur le sol, les yeux ouverts, mais vides. Elle avait disparu. Madeleine, seule, continua le travail. Mais il était clair que ce n'était plus la même chose. Les morceaux de viande, maintenant, ne sentaient plus comme avant. Ils étaient plus durs, plus froids. La viande ne fondait plus sous la dent. Elle était devenue étrange, mais personne ne se posa de questions.
Les clients venaient toujours, la viande était toujours vendue. Mais une chose avait changé, le goût. Ce goût que certains n'oublieraient jamais. Les dernières victimes de la boucherie commencèrent à être nombreuses. Ceux qui avaient mangé des morceaux de viande particulière étaient pris de visions, des rêves, des hallucinations. Certains rapportaient avoir vu des yeux rouges dans la nuit, d'autres parlaient de voix chuchotant dans les murs. Mais à chaque fois, les victimes étaient retrouvées dans un état de folie, leurs yeux fixés sur des points invisibles. Comme si, à force de se nourrir de la chair, ils avaient perdu toute connexion avec la réalité. Ils étaient devenus des ombres, tout comme les filles de Don Élisée. La pluie, constante, balayait les rues de Charleville. Les pavés luisants semblaient refléter la lumière blafarde d'un ciel sans étoiles. Les habitants, désormais de plus en plus rares, se réfugiaient dans leurs maisons, les volets tirés, les portes verrouillées. La peur avait imprégné chaque pierre, chaque souffle. Il n'y avait plus de rire dans les ruelles, plus de rumeurs, juste un lourd silence qui pesait sur la ville comme un manteau de suie. Et au centre, toujours, la boucherie de Don Élisée, figée, morte, vivante. Madeleine ne sortait plus. Elle passait ses journées dans la cave à préparer des morceaux de viande qu'elle n'offrait plus à personne. Les clients avaient disparu, les fenêtres étaient sales et la porte d'entrée, autrefois accueillante, était désormais une barrière muette. Seules les ombres traversaient le seuil. Et les ombres semblaient grandir. Elles se faufilaient sous la porte, dans les interstices, dans l'air lui-même. Un parfum étrange, métallique et acide, flottait autour de la boucherie, comme une promesse de retour. Mais de qui? Don Élisée n'était plus qu'un cadavre ambulant. Ses traits étaient émaciés, ses mains décharnées. Il semblait avoir vieilli d'un siècle en une semaine. Son corps, d'une pâleur maladive, était comme figé dans une douleur qu'il ne ressentait plus ou qu'il refusait de ressentir. Il n'y avait plus de clients, mais la boucherie continuait de fonctionner. Il y avait toujours du sang. Il y avait toujours des morceaux. La mécanique, une fois lancée, ne pouvait plus s'arrêter. Il était devenu une créature de l'habitude, un automate, un monstre fait de viande et de souillure, nourrissant l'obscurité qu'il avait vu naître. Un dernier témoin, une vieille dame qui vivait près du marché, se rendit un matin à la boucherie. Elle avait entendu dire qu'Élisée était malade, que Madeleine était devenue une spectre, que Charleville était sur le point de disparaître dans l'oubli. Elle n'y crut pas, mais la curiosité l'emporta. Elle se rendit à la porte, frappa, entra. Il n'y avait personne. Juste une grande pièce vide, les murs recouverts de taches de sang séché. Elle s'avança, regardant autour d'elle, ses yeux se posant sur le sol. Des morceaux de viande, entassés en vrac, baignaient dans une flaque de liquide noir. Elle toucha l'un d'eux, et tout s'effondra. Elle ne reparut jamais. Mais la ville murmura que, dans ces derniers instants, elle avait vu des yeux dans le noir. Léa, morte depuis longtemps, revint, mais elle n'était pas vivante. Elle n'était pas morte non plus. Elle était là, dans les ombres, quelque part entre la vie et la mort, une créature figée, une illusion. Madeleine, d'un regard, la reconnut, et son cœur se serra. Léa n'était pas la seule. Les disparus revenaient tous, un par un. Ces âmes perdues, ces victimes oubliées, revenaient pour réclamer ce qu'on leur avait pris. Et sous les voiles de poussière et de sang, l'écho d'une légende ancestrale reprenait vie. La boucherie était un cercle sans fin, un puits de douleur et de sang, où les vivants et les morts se mêlaient, se nourrissaient, se détruisant dans un cycle sans fin. Les étoiles, invisibles dans le ciel gris, semblaient se dissoudre dans l'obscurité grandissante. La boucherie, elle, continuait de tourner. Les crochets, silencieux, balançaient légèrement. Le couteau, toujours tranchant, attendait. Et la ville, dans son silence étouffant, commençait à se décomposer. Charleville, un jour, ne serait plus qu'un souvenir, une rumeur murmurée dans les tavernes des voyageurs. Mais la boucherie, elle, resterait. Un monument à l'horreur, un temple sans foi ni loi, où la chair était sacrée, où le sang ne cessait jamais de couler. L'histoire de Don Élisée, de ses filles et de Charleville elle-même devenait une légende. Une légende à moitié oubliée, un secret que seuls les murs connaissaient. Et ces murs, malgré la poussière et la moisissure, gardaient les souvenirs des âmes qui s'étaient perdues. Parce qu'ici, dans cette ville, les ombres étaient plus réelles que la lumière. Et les morts, comme la viande, ne mouraient jamais vraiment. Ils revenaient toujours, toujours. Les pierres de Charleville,
couverte de mousse et de cendres, était désormais le témoin d'un silence absolu. Les rues, jadis animées, étaient désertes, comme figées dans le temps. Plus personne ne passait devant la boucherie. Les fenêtres étaient murées, les portes scellées. Mais à l'intérieur, dans l'obscurité totale, la boucherie continuait son macabre travail. La viande, bien que disparue des étals, semblait pourtant exister quelque part. Il suffisait de prêter l'oreille pour l'entendre, un bruit sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un attendait d'être découpé. Madeleine, figée dans l'ombre de la boucherie, se tenait droite, immobile. Son regard n'était plus celui d'une humaine. Ses yeux brillaient d'un éclat froid, inhumain. À son côté, Léa, qui n'avait jamais été véritablement morte, se tenait également, une silhouette pâle parmi les ténèbres. Ensemble, elles observaient les murs, les crochets, le sang qui s'écoulait lentement des fissures du sol. Leurs mains, blanches comme des os, se tenaient sans un bruit, comme si elles attendaient, elles aussi, que le cycle recommence. Personne n'osa pénétrer dans la rue des Tanneurs. La peur était désormais ancrée dans les os de la ville. Les souvenirs de la boucherie, de Don Élisée, des disparitions, de la viande humaine, se noyaient dans un brouillard épais, mais persistaient, comme un poison invisible dans l'air. Et même si les murs de la boucherie étaient désormais durs et froids comme la pierre, quelque part au fond, dans les recoins, la chaleur de la vie passée continuait à brûler. Car il était dit que la chair, une fois consommée, ne s'éteignait jamais. Elle se nourrissait de la peur, de l'oubli, se transformait, se réincarnait. Les rares témoins qui avaient vécu près de la boucherie racontaient, des années plus tard, que l'odeur du sang n'avait jamais quitté le quartier. Même lorsque la neige recouvrait les toits, même lorsque les étoiles semblaient vouloir illuminer les ténèbres, l'air restait lourd, saturé de cette odeur ancienne. Ils parlaient des ombres qui se faufilaient dans les ruelles, des bruits de crochets qui se répercutaient dans la nuit, des murmures d'étranges voix qui chuchotaient depuis l'intérieur des murs. On disait que ceux qui avaient mangé la viande d'Élisée n'étaient jamais vraiment partis. Ils restaient là, quelque part dans l'ombre, attendant le moment où ils reviendraient. Au-delà de la ville, à l'orée de la forêt, une silhouette solitaire observait le village depuis les collines. Il s'agissait d'un homme, un voyageur, qui avait entendu parler de Charleville. Il n'avait rien d'un curieux ordinaire, mais d'un homme à la recherche de réponses. Il s'approcha de la boucherie en silence, ses pas étouffés par la neige. Le vent soufflait fort, emportant avec lui les murmures de l'histoire. Il n'y avait personne dans la rue. Tout semblait figé. Et pourtant, au fond de lui, il savait qu'il n'était pas seul. Il s'arrêta devant la porte de la boucherie, un frisson le parcourant. Il tendit la main, la posa sur la porte. Un instant, il eut l'impression de sentir une présence derrière la vitre opaque, un regard glacé qui le fixait, l'étudiait. Il prit une profonde inspiration, puis tourna la poignée. La porte s'ouvrit dans un cri silencieux, comme un souffle de fin du monde. À l'intérieur, l'air était lourd, presque tangible. Le boucher, Don Élisée, n'était plus là, mais la boucherie elle-même, la boucherie était là, intacte, prête à recommencer. Dans le coin, sur une table de bois noirci par des années d'abus, il aperçut des morceaux de viande. Mais ce n'étaient pas des morceaux de viande humaine, pas exactement. C'était comme si la boucherie avait cessé de traiter la chair comme un simple produit. Ce qu'il voyait n'était plus de la viande, mais des fragments d'âme, des éclats d'humanité en suspension, comme si les morceaux eux-mêmes cherchaient à s'échapper. Et dans l'obscurité, les yeux de Madeleine et de Léa, plus vivants que jamais, le fixaient. Le voyageur recula lentement. Il savait que ce qu'il venait de découvrir n'avait pas de nom. Il savait aussi qu'il n'en sortirait pas indemne. Mais il se détourna, le cœur battant, et partit. À chaque pas, il sentait le sol vibrer sous ses pieds. Chaque centimètre qu'il gagnait était un rappel de la présence qui le suivait, invisible mais omniprésente. La boucherie restait là, derrière lui, un monstre de pierre et de chair, attendant, patient, de se nourrir encore. Et Charleville, une fois de plus, resta silencieuse. Le vent soufflait à travers les ruelles désertes, emportant avec lui le dernier souffle des âmes perdues. Mais la boucherie, elle, continuait à respirer. Et dans les ténèbres, les filles de Don Élisée n'étaient pas mortes. Elles n'étaient jamais parties. Elles attendaient.